Hey, coucou, t'étais où, Maneva? Bonjour Francky. Alors, je te rencontrais à Tahiti pendant mes derniers stages et quand j'étais partie, mais t'as fait assez vite cette décision de faire une bout de chemin de Compostelle. Et tout le monde t'a demandé, wow, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et t'as acheté plein de choses pour bien être sur le chemin, mais le chemin t'a montré que c'était pas toujours facile. Et voilà, nous sommes toutes intéressées et curieuses, mais comment il faut se préparer pour ce chemin qui est pas si facile. Alors, donc bonjour à tout le monde. Euh, donc je suis pèlerine, j'ai cheminé sur le chemin de Compostelle qui s'intitule Saint-Jacques-de-Compostelle. Le départ est à Puy-en-Velay et l'arrivée est à Compostela à Santiago. Le total du parcours du chemin est de 1535 km, si je ne me trompe pas. Je vous conseille d'emprunter la route du GR65 qui démarre depuis Puy-en-Velay. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le moment où vous pouvez vivre en fait la première messe de bénédiction du pèlerin qui a lieu tous les jours à 7 heures du matin. À ce moment-là, on vous remet votre crédential ou à l'intérieur. Donc ça, c'est le recto, le verso. À l'intérieur, il y a un petit guide qui vous explique comment être un bon pèlerin et quel est le chemin spirituel que vous allez emprunter. Et ensuite, à chaque fois que vous passez dans une ville, vous devez faire tamponner votre crédential qui fait foi de votre passage en tant que pèlerin sur ce chemin spirituel. Soit vous pouvez le faire tamponner à l'office du tourisme à chaque fois, soit à votre gîte là où vous êtes logé. Et aussi dans chaque abbaye, cathédrale, etc. Mais t'as dit sur le chemin, il faut se préparer avant d'arriver là. Ouais. Alors avant d'arriver là, moi je ne l'ai pas fait parce que la crème n'existait pas à Tahiti. Donc vous, si vous êtes en France ou peu importe dans le monde, je pense qu'il y en a. Cette crème, ça s'appelle NOC. Il faut préparer vos pieds 15 jours avant votre pèlerinage, c'est-à-dire vous massez vos pieds matin et soir, ce qui vous permettra d'être sur le chemin, de ne pas avoir d'ampoule. Moi, je n'ai pas pu le faire, donc je l'ai fait que 5 jours avant. Je pense que j'ai eu moins d'ampoules, mais j'en ai eu un peu quand même. Et pour vous dire qu'est-ce qui est le plus difficile sur Compostelle, c'est vraiment les pieds. Il faut prendre soin de ses pieds. C'est ça, être un bon pèlerin au début, c'est prendre soin de ses pieds. Cette crème est vraiment importante. Ensuite, si vous avez des ampoules, parce que vous en aurez certainement, très peu de pèlerins n'en ont pas eu. Et il faut avoir une aiguille et du fil. Pourquoi? Parce que il faut percer ces ampoules quand l'ampoule apparaît. Vous faites passer le fil dans l'aiguille, vous faites passer dans les deux extrémités, vous laissez ensuite le fil et pendant la nuit, la lymphe s'écoule et le lendemain matin, vous tirez le fil. Il faut faire un nœud bien sûr. Hein. Il faut pas attendre de mettre ça pas... là, avant. Avant, vous pouvez préparer vos pieds avec ça si vous commencez à avoir des brûlures sur les pieds. On sent vite quand les pieds chauffent. Donc ça permet le sparadrap, ça permet de mettre une deuxième peau sur votre pied et qui vous permet d'avoir moins de frottement dans la chaussure. Voilà, ça c'est le avant. Ça c'est le pendant. Et mais c'est quoi ça, toute cette bazar là sur la table ici? Après, tout ça t'as acheté? Il faut avoir quand même une trousse de secours avec l'essentiel, sparadrap, compresse et pansement un peu plus élaboré si jamais vous avez des ampoules. Celui-là, il est merveilleux. C'est celui-là qui m'a servi de cache-peau pour pouvoir continuer à marcher. Ça s'appelle comme ça. C'est le médecin qui m'a prescrit. Voilà. Alors, il y a aussi les pansements Compides que beaucoup de randonneurs utilisent.
Après expérience, la plupart des pèlerins pensent que dès que l'ampoule elle est faite, il ne faut pas mettre ce pansement compite parce qu'en fait, du coup, dans la chaussure, avec les chaussettes, il y a la transpiration et du coup, ça macère dans la chaussure et c'est là que l'infection commence à venir. Donc, il vaut mieux pas mettre le compide. Le compide, c'est vraiment quand vous sentez que ça commence à brûler, alors je mets le compide. Mais là, je vois que tu as pris le alkaline. Alors ça, c'est pour... on peut poudrer ses pieds aussi. Après, mettre ses chaussettes et dans la chaussure pour éviter que... Enfin, en tout cas, pour que les chaussures, elles sentent bon. Est-ce que tu as utilisé ça? Oui, j'ai utilisé ça et c'est top. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Et c'est quoi ça? Ça, c'est de l'éosine. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est pour mettre aussi sur les ampoules quand ça commence à sécher pour que ça sèche plus vite. Ok. Voilà. Ça aussi, c'est important parce que quand vous êtes dans les gîtes ou les abbayes, etc., c'est pour mettre sur les yeux pour dormir. Et il y a les trucs pour mettre dans les oreilles, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir dormir. Parce que souvent, on dort dans des dortoirs où on partage sa chambre avec plusieurs pèlerins. Donc, comme le lendemain, généralement, on remarche tous. Pour pouvoir passer une bonne nuit, c'est bien d'avoir ça. Et toi, tu as une sac à dos et après une valise? Oui. Alors, vous avez deux moyens pour faire le chemin. Donc, soit vous utilisez la malle postale, c'est-à-dire que vous avez un gros sac ou une valise et vous contactez la malle postale qui est juste là, qui m'a donné un sac. Et vous devez les contacter, donner votre nom du gîte et votre bagage est acheminé sur chaque étape. Ou soit vous êtes un randonneur initié et puis vous avez tout sur le dos et dans votre sac, il n'y a que l'essentiel. C'est-à-dire vraiment que l'essentiel parce qu'un sac de randonneur ne doit pas peser plus de grand maximum 15 kg parce que le chemin il est long, les étapes elles varient entre 12 km et 37 km pour les meilleurs et vaut mieux avoir un sac léger parce que le parcours est varié, on peut avoir des montées, des descentes, etc. Donc plus ton sac est léger, plus tu avances et moins tu as mal au dos. Voilà, mais tu étais vraiment en pleine énergie pour faire cette très beau chemin, mais les premiers jours, ça s'est pas passé assez bien. Alors qu'est-ce que tu as fait comme faute? Ce chemin te prend, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu aller plus vite. Parce qu'on est toujours, quand on commence ce chemin, on a toujours notre vie qui est dans notre tête et souvent on a une vie assez éreintante et du coup quand tu commences le chemin, tu as plus ou moins la volonté d'arriver vite et loin et donc du coup souvent c'est là que tu as mal aux pieds et que tes ampoules elles commencent à arriver sur tes pieds. Donc en fait il faut prendre le temps. Il faut s'abandonner au chemin. C'est le conseil que je vous donne. C'est pas facile, mais du coup, ça demande une préparation, on va dire mentale quand même, spirituelle, avant de prendre ce chemin. Pas réellement de préparation physique parce que si spirituellement on a la foi et la lumière en soi, le chemin se passe bien. Mais si ça c'est perturbé, ce qui va se passer généralement pour tout le monde, n'essayez pas d'aller chercher le kilomètre en plus. Il faut savoir prendre le temps sur ce chemin et s'arrêter. Vaut mieux faire des petites étapes au début pour préparer son corps et ensuite augmenter les étapes si on se sent bien. Ce livre-là, c'est quoi ça? Alors, ce livre-là, c'est Miam Miam Dodo. C'est le guide du pèlerin du chemin de Compostelle. À l'intérieur, vous avez beaucoup d'informations dont les principales sont les villes sur lesquelles vous vous arrêtez, les étapes en fait de votre chemin. Et il y a tous les noms des gîtes, il y a la distance que vous pouvez parcourir, il y a le dénivelé, donc positif et négatif. Donc ça vous permet en fait de préparer votre parcours la veille ou pas. Ça dépend de vous. Moi personnellement je ne l'ai pas vraiment préparé, j'ai préparé mes étapes d'arrivée à chaque fois et de départ forcément, mais j'ai pas regardé le dénivelé, mais ça c'est propre à moi parce que voilà. Alors les chaussures là, t'as pris ces chaussures là, c'est ça? Alors moi j'ai pris des chaussures souples
de trail de la marque Yoka parce qu'elles sont légères. Elles ont une bonne adhérence, tu es confortable dans les pieds. J'ai une double semelle à l'intérieur qui correspond à la forme de mes pieds pour avoir un meilleur amorti. Et après, il y a des personnes qui préfèrent Salomon, Merle, je crois. Bref, il y a plusieurs chaussures de randonnée. Après, ça dépend de votre pied et de votre niveau aussi de marche. Et voilà. Par contre, essayez d'avoir des chaussures pas neuves quand vous commencez le chemin de Compostelle, qui a été mon cas, mais j'avais pas trop le choix, hein, parce que j'arrive de Tahiti et donc du coup j'ai attendu d'être en France pour acheter mes chaussures. Donc essayez d'avoir des chaussures que vous avez l'habitude de marcher avec, c'est mieux. Alors toi tu viens de Tahiti, alors la chaleur, t'as pas pris trop la tête? Ça n'a pas été ma grande difficulté. Ma plus grande difficulté ça a été de gérer mon effort en ne voulant pas faire de grandes distances. Voilà. Ah oui, il y a aussi les chaussettes qui sont très importantes. Il faut acheter des chaussettes de double peau, ça s'appelle, ou double couche, je crois, je ne sais plus. Ça vous permet d'avoir une double peau sur votre pied et du coup de ne pas avoir des ampoules. Et les prix des gîtes, comment tu as fait? Alors, du coup, les gîtes, c'est dans le Miam Miam Dodo. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, vous avez toutes les étapes qui démarrent au Puy-en-Velay. Attends, là, on n'est pas au Puy-en-Velay. Voilà, ça démarre au Puy-en-Velay. Et puis après, moi, j'ai terminé mon parcours à Cahors, donc qui fait une distance de 387 km. Bon, après, moi, j'ai rajouté des kilomètres pour visiter les villes. Bon, ça dépend de chacun. Ensuite, sur ce bouquin-là, vous avez les adresses qui sont répertoriées des gîtes. Qui est comme ça. Donc là, après, il faut avoir un téléphone, il faut appeler les gîtes et voir s'ils sont disponibles. Les prix varient entre 16 € à 16 € en dortoir et à 40 € en chambre individuelle ou à deux à partager. Le repas est compris dans le 40 €. Ça veut dire le petit déjeuner et après le... non, que le dîner. Le dîner, le soir. Et le dîner le soir. Voilà, le petit déjeuner, c'est en plus. Ah, ok. Et tu m'as raconté aussi que mais si on n'a pas de l'argent ou on ne trouve plus une gîte, alors il y a des donuts. Voilà. Alors, il y a un système aussi sur le chemin de Compostelle. Il y a l'esprit du pèlerinage est sur ce chemin. Donc, on est bien conscient que être pèlerin, c'est partager avec l'autre, faire des rencontres. Et il y a certaines personnes qui font un système de donativo, c'est-à-dire que tu tapes à la porte et la personne t'accueille pour héberger chez lui. En contrepartie, vous faites partager vos compétences, soit de cuisine, soit de massage, peu importe vos compétences, et c'est du partage. Il n'y a pas d'argent, c'est vous qui donnez vos compétences et on vous loge. Et les gens avec une tente, ils ont mis leur tente n'importe où ou... Non, il y a des zones pour le camping. Il y a des zones qui permettent du coup d'avoir accès à des douches, à des toilettes. Après, oui, tu peux camper n'importe où dans la forêt et il n'y a aucune interdiction. D'accord. Est-ce que tu as utilisé la méthode de 2 points pendant ça? Alors, j'ai eu la chance de participer au stage de Frauke quand elle était venue en Polynésie au mois de fin avril, début mai. Donc, j'ai suivi la formation et du coup, nous avons travaillé sur plusieurs modules de la M2P. Oui, j'ai utilisé la méthode du M2P pendant mon pèlerinage. J'ai testé tous les modules et c'était rigolo parfois parce que des fois, tu n'as plus à manger ou tu n'as plus d'eau. Donc, tu penses à la M2P, tu te demandes la variante optimale par exemple. Et là, j'avais faim et j'ai demandé des abricots. Et c'était un troupeau de vaches qui arrivait en face de moi. T'as cherché du lait? En fait, j'ai dit, je fais non, c'était pas ça que je voulais demander. Mais c'est rigolo. J'ai expérimenté même le module du sac à dos parce que le premier jour,
En fait, je me suis rendu compte que dans ton sac à dos, tu prenais beaucoup de choses et qui, en fait, étaient tes poids que tu portais sur tes épaules. Et le chemin était tellement long. Ma première étape était de 24 km, si je ne me trompe pas, que j'allais donc de Puy-en-Velay à Saint-Privat-d'Allier. Et je vous assure que j'ai voulu jeter mon sac à dos parce que j'en pouvais plus de ce sac à dos. J'ai fait la méthode des 2 points, mais parce que dans mon sac à dos, il y avait mon portefeuille, mon passeport. Du coup, au moment où je fais le sac à dos, je demande de tout mettre en plume pour que ce soit plus léger. Et en fait, je me dis non, il y a mes sous dedans, je vais plus avoir de sous. Enfin, voilà, c'est des anecdotes de l'ANDP que t'en maîtrises pas tout. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là? Moi, déjà, je ressens il y a un grand changement avec toi pendant les dernières semaines et tout ce que tu as fait. Alors, mon pèlerinage a duré 18 jours. Alors, je parle de pèlerinage parce que c'est vraiment un chemin spirituel, c'est pas un chemin de randonnée. Tu sens l'énergie sur ce chemin parce que la plupart des gens avec qui j'ai marché, on a tous commencé du Puy-en-Velay, certains sont allés jusqu'à Conques, c'est plutôt moins la transition de ville entre ceux qui continuent et ceux qui arrêtent. Moi, je suis arrivée jusqu'à Cahors. Alors, ouais, comment résumer, c'est un recentrage sur soi, se retrouver avec soi-même, avec son âme et aller profondément à l'intérieur. Alors, comment on arrive à ce niveau-là? C'est que je me suis rendu compte pourquoi en fait j'ai voulu faire des étapes plus longues ensuite par la suite. C'est parce que plus tu marches, plus la distance est longue et plus tu te poses les bonnes questions parce que tu es obligé d'aller chercher le second souffle à l'intérieur de toi parce que des fois c'est quand même chiant de marcher, c'est long, hein. Et donc du coup tu vas à l'intérieur et tu poses des questions. Comment par exemple, qu'est-ce que c'est la lumière par exemple? Et au début, une de tes réponses, c'était de trouver la foi. Oui. Ouais. Parce qu'en fait aussi, c'était une de mes questions, c'est quoi la foi? Comment tu la fais vivre en toi? Comment elle t'apparaît? Comment tu la sens? Ouais, c'est vraiment du ressenti. Donc du coup, la foi, en fait, quelque part, elle renvoie à la spiritualité, hein. Il y a un grand créateur qu'on ne voit pas, mais qui est là et que il vit à travers nous. Et ce chemin, chaque pas que je faisais, chaque passage que je faisais sur ce chemin m'a permis en fait de retrouver la foi, donc du coup la croyance en moi et en mes valeurs, en mes vertus aussi. Et du coup, ben, ça fait un bien fou, c'est top. C'est top. Et je sais pas, je peux vraiment pas vous expliquer tout ce qui s'est passé sur ce chemin parce que il faut le vivre pour comprendre. C'est vraiment quelque chose que j'invite toutes les personnes qui se posent des questions sur quel est le but de leur vie, qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi il m'arrive toujours les mêmes épreuves dans ma vie, les mêmes schémas répétitifs qui finalement mettent des cailloux dans les chaussures, hein. Et ben, marcher sur ce chemin, ben, moi j'ai réussi à enlever des cailloux qui étaient dans mes chaussures et c'est beaucoup plus confortable de marcher sans cailloux dans les chaussures. Mais comment cette foi a grandi en moi, je sais pas comment expliquer, c'est compliqué, mais tout ce que je sais, c'est que je vais bien, je vais mieux et je rentre chez moi avec une nouvelle énergie et je suis contente et je suis vraiment fière de moi parce que je n'aime pas marcher. La randonnée, c'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt sur l'eau. Et j'ai osé franchir l'inconnu et être dans des zones d'inconfort. C'est souvent ça qui fait aussi que tu trouves la foi parce que tu sors de ta zone de confort. Et en sortant de ta zone de confort, tu es obligé de t'adapter, tu es obligé d'observer, de contempler, de chercher les informations qui vont te faire sens en fait. Donc du coup, tu développes un peu la clairvoyance, la clairsentience, surtout pour moi ça a été le cas, et la clairaudience aussi parce que tu entends les oiseaux chanter, tu entends les vaches, tu entends des choses qu'on n'a plus l'habitude d'entendre dans nos oreilles quand on vit dans un monde rural. Et là tu es immergé dans des villages et tu n'es seul qu'avec toi-même, tu marches souvent tout seul.
Ça aussi, c'est qu'on était... moi, je suis partie seule pour faire Compostelle et j'ai rencontré beaucoup de pèlerins sur le chemin. On a cheminé ensemble sur certaines étapes, mais au final, en fait, tu marches quand même souvent tout seul. Même s'il y a quelqu'un à côté de toi, tu es quand même tout seul dans ton chemin. Après ça, c'était mon choix. Après, peut-être que d'autres personnes n'ont pas cette même voie hein, du chemin, mais pour moi, c'est la meilleure façon de retrouver sa foi. Et l'amour, en fait, aussi au final, parce que la fin de mon chemin, avec une pèlerine qui s'appelle Myriam, on s'est rendu compte que au final, la foi, c'est une chose, mais c'est l'amour, en fait, de soi et l'amour que tu peux, du coup, donner aux autres parce que tu as l'amour de toi-même qui va faire que ta foi va grandir. C'est pour moi la fin de mon chemin sur Compostelle. Et je remercie ceux de Tahiti aussi qui m'ont soutenu sur ce chemin et je pense que mon retour à Tahiti en tant que pèlerine va ouvrir un nouveau regard à mon peuple en fait, qu'en fait il faut commencer à cheminer. C'est le plus beau cadeau de ma vie que je me suis fait en marchant sur ce chemin. Merci beaucoup. Voilà. Titu Menaiva. Merci. Merci, Frauke.